Honorable, vous êtes économiste, député national également. La Covid-19 a impacté négativement les économies du monde et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée. Quels sont les mécanismes pour juguler ces situations dans les jours à venir? Monsieur le journaliste, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer à travers votre média. Vous savez, la pandémie Covid-19, c'est la surprise la plus désagréable sur le plan mondial. Une surprise qui a perturbé la vie économique, la vie sociale, la vie politique, la vie dans son ensemble. Et lorsque nous élaborons les prévisions de la vie dans son entièreté, on tient compte toujours d'une petite marge, mais cette marge n'a pas suffi par rapport à cette bouleversation qui arrive à des moments très cruciaux pour nous. Bien sûr que les économies du monde sont bousculées parce que tout est aux arrêts. Et la vie économique, c'est le travail au quotidien. Ce sont les transactions au jour le jour. Ce sont les opérations de production. Ce sont les services rendus à tout moment. C'est le tourisme, c'est le mouvement, c'est la circulation. Or, tout cela est suspendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les grandes puissances sont en train de parler de la récession. Et si ces grandes puissances aujourd'hui trouvent que tout est au rabais, pour ne pas dire aux arrêts, alors, la République démocratique du Congo, qui a d'abord une économie extravertie, elle ne peut que subir le choc, le contre-coup, dans un premier temps. Ce qui veut dire que nous vivons tout simplement des transactions, de tout ce que nous vendons à l'extérieur. Ce qu'on appelle communément les exportations, qui peut nous procurer un peu de devises. Mais ce que nous mangeons, ce que nous vivons, ce qui constitue notre vie au jour le jour, vient également de l'extérieur et que nous ne pouvons acheter qu'avec le produit de la vente des exportations. Et il s'est fait que c'est ça qu'on appelle la balance de paiement. À ce niveau-là, ce que nous vendons est inférieur par rapport à ce que nous achetons à l'extérieur. Ce qui fait que les besoins sont énormes et les moyens sont insuffisants. Et donc, c'est comme ça que vous apprenez souvent que notre balance a un déficit. Ce qui veut dire que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir nous procurer ce dont nous avons besoin pour la survie de la population. Et ces coups d'arrêt, quand il n'y a pas d'activité, quand il n'y a pas d'avion, même si on a laissé les avions cargo, les bateaux cargo, et tout ça, cela ne suffit pas. Et donc, la République démocratique du Congo va vivre des moments les plus difficiles dans les jours à venir, surtout après le Covid, le moment le plus sombre. Et c'est en ce moment précis exactement que les élites congolaises, les intellectuels, les chercheurs, que tout le monde doit se mettre au travail. Parce que souvent, partout dans d'autres cieux, c'est en ce moment-ci que l'on développe des réflexes tout à fait particuliers, comme qui dirait au grand mot des grands remèdes, qu'on doit trouver des solutions. Parce que nous, par exemple, sur le plan politique, la Covid-19 démontre l'échec des politiques publiques congolaises. C'est que tout le monde qui arrive au pouvoir passe à travers l'instrument de gestion, le budget, on fait des tralala au palais du peuple et puis son exécution tombe en désuétude. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui a été prévu, par exemple en République démocratique du Congo avec le budget de 11 milliards, à la date d'aujourd'hui, je vous dis que si ma mémoire ne m'abuse, les réalisations des recettes du premier trimestre tournent autour de 42%. Pour le premier trimestre, alors que le Covid, officiellement en République démocratique du Congo, part aux environs du 10 mars. Et donc, on a travaillé le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Et vers le troisième mois, mais quand vous regardez les recettes réalisées par le régime financier de la République démocratique du Congo, tournent autour de 42%.
Ce qui veut dire quoi en réalité? Que tout ce qui a été, les 100% des dépenses qui ont été prévues pour le premier trimestre ne peuvent être réalisées qu'à concurrence de 42% si toutes les recettes étaient affectées rationnellement comme cela a été prévu dans le budget. Or, la Covid-19 qui s'improvise à elle seule exige une quantité importante parce que le gouvernement de la République a proclamé la santé la priorité des priorités. Et donc, ce qui veut dire que dans les 42, on peut puiser 10-15% pour affecter à la santé et que les autres secteurs de la vie sont bloqués, net. Ce qui veut dire quoi concrètement? Que toutes les politiques qui ont été programmées ne trouveront pas de réponse. Et ce qu'il faut maintenant, c'est rationner maintenant le peu de recettes qu'on a mobilisées. Il s'est fait malheureusement que tout le budget de la République est orienté vers les dépenses des salaires. Et dans un pays où les dépenses, les salaires de fonctionnaires et agents de l'État augmentent au mois, ce qui paraît inadmissible. Sous d'autres cieux, ces dépenses-là peuvent connaître de petites variations pour de petits mouvements de personnel qui peuvent exister. Mais accroître les salaires des agents et fonctionnaires de l'État d'un mois à un autre, il faut qu'on trouve des explications dans la gestion de la chose publique. Vous allez vous rendre compte également dans le cadre de notre budget que les dépenses de fonctionnement surplombent les dépenses des investissements dans le secteur producteur. Et c'est cela également un autre problème parce que le budget de l'État, pour qu'il soit efficace, doit tourner d'abord vers la production intérieure. Il faut, quand vous regardez dans le cycle des investissements, il faut qu'on investisse, c'est-à-dire dans les secteurs producteurs, tels que l'agriculture. Il faut qu'on investisse, par exemple, dans les routes de desserte agricole. Il faut qu'on investisse dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'élevage. Et sur le plan interne, si ces facteurs-là sont pris en compte et qu'on y met de moyens, aujourd'hui, on pouvait faire face, par exemple, à la pandémie. Ce qui veut dire quoi en d'autres termes? Les routes de desserte agricole seraient ouvertes, l'on ramasserait la production dans le milieu rural pour orienter cette production dans le milieu urbain. Et cela compenserait directement les produits qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, en ce moment-là, consommons interne. Et si on investit dans ce sens-là, il y a également un équilibre qui peut se produire au niveau de la balance des paiements. C'est-à-dire que les devises qui auraient servi à importer les denrées extérieures, ces devises-là peuvent être maintenant réaffectées dans la production interne. Et si on accroît la production et qu'on produit suffisamment, le surplus peut être exporté. Et en ce moment-là, on peut répondre au rendez-vous du donner et du recevoir. Mais à la date d'aujourd'hui, dans notre pays, le Grand Congo se présente comme un petit mendiant qui doit toujours tendre la main vers l'extérieur. Vous savez par exemple que les moyens qu'on met aujourd'hui pour se promener, pour faire tout ce qu'on est en train de faire, ce sont des moyens qu'on aurait dû investir sur le plan interne. Dans les secteurs productifs, comme je viens de les citer ici, j'ai parlé du développement rural, j'ai parlé de la pêche élevage, j'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé des infrastructures dans le milieu rural. Aujourd'hui, en principe, si on amenait par exemple un collectif budgétaire, le gouvernement ne peut se pencher que dans le domaine précis que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, plus concrètement, qu'est-ce que je veux dire? Pour ouvrir les routes de desserte agricole, on n'a pas besoin de bitume, on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela. Qu'est-ce qu'il nous faut?
recourons au cantonnage manuel. Et sur 1 kilomètre, vous avez un cantonnier à qui vous pouvez doter $50 minimum. Et je pense qu'on trouve des solutions au problème, tout en évacuant bien sûr les autres éléments du système, la sécurité, les barrières pour éviter toutes les tracasseries. On prend toutes les précautions d'usage et nous allons faire face à la pandémie. Ce qui veut dire que le peu de moyens avec lesquels nous pouvons vendre ce qui est encore vendable par rapport aux minéraux et les services, ça peut nous permettre de faire face aux urgences sanitaires et en même temps on trouve des solutions dans les autres aspects de la vie. Donc, il y a moyen de faire face à cette crise. Et les réflexions aujourd'hui doivent aller dans le sens où pourquoi devons-nous importer du jus? Pourquoi devons-nous importer de la farine? Pourquoi devons-nous importer du riz? Pourquoi devons-nous importer du poisson? Pourquoi? C'est parce que les autorités politiques de ces pays sont des commissionnaires, pour la plupart. Parce que dans tous ces marchés qu'ils concluent, ils veulent toujours avoir des commissions ou des rétrocommissions. Sinon, on se serait tourné vers la production interne et on résoudrait beaucoup de problèmes. Donc, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui sur le plan économique dans notre pays, c'est de faire une introspection. Combien de milliards de francs congolais avons-nous collectés? Et parce qu'on fait fonctionner aussi le financement monétaire. Au fait, le financement monétaire, Keynes à l'époque avait dit que le déficit peut aussi financer une économie. Parce que si on prend le financement monétaire, qu'on l'oriente dans le domaine d'investissement, c'est-à-dire en acquérant la logistique, les matériels, les intrants agricoles, en payant les agricultures, en mettant le matériel à leur disposition, en aménageant le pont, en arrangeant les routes. Si on investit, on finance ces opérations-là. La contrepartie, c'est que c'est la production qui va couvrir. Comment gérer l'inflation face à cela? Non, il n'y a pas d'inflation en ce moment-là. Il y a inflation lorsqu'il y a production de la monnaie qu'on distribue et qu'il y a beaucoup de monnaie sur le marché sans savoir c'est à quoi. Mais lorsque on paye des produits agricoles, lorsque on investit dans le travail, lorsque on ouvre les routes, lorsque on achète des engins pour la production, d'où proviendrait cette inflation-là? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez par exemple dans Kasongolunda, avant de passer, en passant par Popokabaka, ils utilisent le troc aujourd'hui. Parce qu'ils ne voient pas les billets de banque. Et aujourd'hui, aller avec des billets de banque là-bas, la contrepartie, c'est que vous aurez les cossettes de manioc, vous aurez l'arachide, vous aurez les courges, vous aurez les niébés, vous aurez tout ce dont on a besoin dans la ville de Kinshasa. Et vous acquérez ça à un coût faible que vous venez revendre ici pour réaliser un profit. En ce moment-là, d'où viendrait c'est la question que tu poses? Pas du tout. Honorable, les recettes exceptionnelles, vous en tenez pas compte dans les stratégies à mettre, notamment... De quelle recette exceptionnelle dont tu parles? Attendez, regarde, c'est cette faiblesse intellectuelle qui fait toujours que nous, au lieu de parler d'abord de ce qui est à notre disposition, de ce que nous pouvons acquérir sans conditionnalité, vous parlez de recettes exceptionnelles, de recettes extérieures. Posez la question au premier trimestre de nos réalisations. Les recettes exceptionnelles, combien est-ce que les bailleurs de fonds ont mis à la disposition de la République? Il faut d'abord réfléchir sur le plan interne devant la situation de la pandémie qui nous frappe aujourd'hui. Que devons-nous faire? Quelles sont les solutions disponibles qui peuvent permettre? Eh bien, qu'on prenne les pêcheurs, qu'on leur parle, les agriculteurs, qu'on leur parle, les éleveurs, qu'on leur donne les moyens pour accroître la production. Parce que ça,
c'est faisable sans beaucoup de conditionnalité. Plutôt que d'aller solliciter un crédit, non, il faut d'abord remplir telles conditions pour qu'on puisse vous donner 10 millions. On n'a pas même besoin de 10 millions en République démocratique du Congo. Parfois, moi, j'ai honte de ratifier des projets ici, que telle République, en accord avec la République démocratique du Congo pour 32 millions de dollars. C'est une honte parfois aussi pour la République. Et maintenant, il y a des individus qui puisent les 32 millions dans le compte pour leurs besoins privés. Il y a des individus qui prennent 4, 5, 6 millions pour des biens privés. On achète de grosses voitures cylindrées dans la ville de Kinshasa, alors que les gens ont besoin seulement de 10 000 francs, de 5 000 francs pour mettre la production agricole au niveau des centres de consommation. C'est un problème d'hommes que nous avons dans ce pays. Il faut commencer à formater l'homme congolais. Il faut pouvoir le mettre devant sa situation, devant la situation réelle, pour que nous puissions arrêter cette vie de maquisards que nous menons dans notre propre pays. Nous avons des problèmes tout simplement de gestionnaires, des hommes politiques, des hommes qui gèrent la République. Ce sont ces hommes-là qui doivent revisiter leur comportement, leur mode de vie. Imaginez un peu, moi parfois j'ai honte quand vous regardez les voitures qui sont au palais du peuple ou qui sont devant l'hôtel du gouvernement quand il y a conseil des ministres. Ce sont des voitures luxueuses devant une population la plus misérable. Pourquoi ne pas imiter l'exemple de Thomas Sankara, qui devient président de la République et qui refuse le Mercedes, qui refuse les grosses voitures cylindrées pour prendre la R4 comme voiture pour les autorités gouvernementales. Et donc, c'est un problème de comportement. Nous sommes complexés, on croit qu'on est bien quand on est autorité, lorsqu'on a une grosse voiture. Non, je crois que le plus important, c'est d'avoir les deux pieds sur terre, de réfléchir sur des solutions pratiques qui peuvent être demain, le lendemain, apporter des solutions